Voilà, moi Et c'est bonjour DJ à Wiss, vous l'Amérique. pouvez m'appeler. Voilà. Et Nous Jean avons donc, Lewis, hein. voilà, bienvenue sur la radio de la communauté, madame. C'est pour nous un plaisir de vous avoir sur cette antenne. Première question, question de curiosité. Qu'est-ce qui aura servi d'abord je voudrais bien que vous parliez rapidement de vous-même et puis qu'est-ce qui aura servi de déclic à votre activisme politique, madame? Moi, personnellement, je suis donc Sanueli Tomatamba. Comme les gens me connaissent maintenant, je crois que un peu partout sur la place de Paris, au Congo. Voilà, mon activisme. Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette aventure? C'est tout simplement parce que le Congo se porte très mal. Voilà, en 2006, j'ai fait un petit voyage au Congo-Brazzaville. J'ai vu les conditions de vie des populations et ça, je ne l'ai pas accepté. J'étais très triste de voir que le Congo avait beaucoup changé. Voilà. Et en 2007, j'ai lancé donc, j'ai mis en place une association Terre et Famille, une association apolitique qui a pour objet de venir en aide aux familles les plus démunies. Donc ça s'adressait réellement d'abord aux Congolais, et également aux enfants les plus démunis ici en France. Pour cela, j'ai participé à quelques événements au niveau de Paris et même également à Brazzaville où je distribuais donc les vêtements, les jouets aux enfants, aux orphelins d'Olizy, Brazzaville, etc. Voilà. Voilà, la crise devient de plus en plus, donc elle est aiguë à Brazzaville. Est-ce que vous continuez à le faire? Ben oui, bien sûr. Et là, c'est justement en 2013, justement, suite à cette situation, et aussi par rapport à l'environnement politique, bien sûr, hein, parce qu'avant tout, j'étais membre de l'UPADES, et quand l'UPADES a connu des difficultés, vous voyez bien ce qui s'est passé avec Tati Mabiala, qui a vendu ce parti. Nous avons décidé sur la place de Paris de mettre en place une fédération UPADES France-Europe en 2013 pour contrer donc l'UPADES que manageait Tati Mabiala. Et en 2014-2015, j'ai pris la coordination du comité d'action. Nous avons lutté donc on a travaillé en partenariat avec l'intérieur du pays, donc avec le collectif des partis de l'opposition, entre autres, pour demander, entre autres, les états généraux de la nation. Voilà. Je vous rappelle donc. À ce moment-là, on a estimé que le pays allait connaître des... Nous avons quelques petits problèmes de connexion avec Paris. Vous parlez des États généraux de la nation. Alors, est-ce que vous me suivez, madame? Oui, je vous suis très bien, je vous suis. Voilà. Vous pouvez me tutoyer au cours de ce journal de la communauté. J'ai l'habitude de le faire avec les amis. Voilà. Voilà. Je rappelle donc à tous ceux qui viennent de se connecter à l'instant même que nous avons pour invité à ce journal de la communauté madame Saneli Tamba, qui est activiste, donc militante, brave militante des libertés là-bas en France et qui est aux côtés des autres résistants sur la place de Paris. Madame, j'ai constaté que vous avez courant août, voilà, été à une grande assemblée pendant la célébration de la fête du 15 août, une grande assemblée des leaders et responsables de quelques associations, assemblée au cours de laquelle vous avez abordé le problème de l'unité de la diaspora. Quoi doit-on dire? Qu'effectivement, ceux qui croient que cette diaspora est disparate et n'est pas organisée ont bien raison de le dire. Disons, enfin, l'organisation du 15 août est une tradition. Tous les 15 août, c'est la 5e édition. Nous organisons donc le grand meeting de la diaspora congolaise. Tout ça, justement, dans le but de nous unir et de manifester un peu notre mécontentement, de dire que finalement, nous ne sommes pas libres, en fait. Ce Congo n'est pas libre. Et donc, nous contestons un tout petit peu ce qui se passe. Nous ne contestons pas, enfin, nous contestons effectivement ce qui se passe au Congo-Brazzaville.
nous n'acceptons pas que la date de l'indépendance soit fêtée largement au Congo-Brazzaville, alors que nous savons très bien que nous ne sommes pas un pays démocratique, nous ne sommes pas du tout indépendants. Voilà. Est-ce que de là doit-on parler de la mise en place d'une dynamique? Parce que dans l'une de vos vidéos, j'essaie de regarder, vous pensez qu'il faut un front commun pour sauver ce pays? Bien sûr, il faut un front uni. Je parle de front uni parce que nous devons nous unir face à ce problème. Nous sommes tous d'accord, nous savons tous que le Congo se porte mal et nous devons donc unir nos énergies, nos intelligences pour venir à bout de ce problème. Alors, selon vous, qui accusez-vous, qui croyez-vous être à l'origine de tout ce désordre, de cette espèce de désunion de la diaspora? La désunion de la diaspora aujourd'hui, moi je dirais que c'est les Congolais, en fait, nous-mêmes d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas assez constants. Cette lutte est assez compliquée parce qu'il y en a qui viennent, qui défendent leurs intérêts personnels. Donc, quand on vient pour défendre le peuple congolais, on est d'accord, et à ce moment-là, on doit avoir une constance. Mais quand on vient dans cette lutte-là, seulement pour se positionner ou pour des égos personnels, vous voyez que les égos nous divisent, en fait. Donc, il faut penser à la nation avant tout. Est-ce que Saneli, c'est peut-être une indiscrétion, est-ce que quand vous vous retrouvez dans ces réunions, est-ce que vous avez parfois des soupçons? Parce que je constate que vous avez autour de vous de grandes figures, je ne voudrais pas les citer, vous avez ceux qu'on soupçonne de corrompus, vous avez des gens honnêtes. Est-ce que vous avez la certitude que vous êtes en train vous ne pensez pas là que vous êtes en train de voguer dans une mer plus ou moins tumultueuse, que tout ce que vous faites est comme ouvert? Est-ce qu'il y a réellement de la sincérité dans ce qui se fait dans vos milieux? Disons, il y a des gens sincères, comme je venais de le dire, et il y a des gens qui ne sont pas sincères. Mais malheureusement, on est obligé de continuer. Il faut travailler avec ceux-là, des personnes qui sont sincères. Et j'aimerais aussi que les Congolais prennent conscience. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, se battre pour soi-même, pour le ventre finalement, parce qu'on a faim. On a envie d'aller négocier avec des personnes qui maltraitent le Congo. Je trouve ça dommage. Parce que bon, ces personnes-là ne récupèrent que des miettes, alors qu'en cherchant à développer le Congo, eh ben, tout le monde aura sa place. Et finalement, ça sera également, c'est l'avenir de nos enfants. Donc nous devons y penser. Voilà, dans l'une de vos vidéos, j'essaie de vous suivre, de regarder ce que vous avez pu faire jusque-là. Vous abordez le problème du Congo en termes de crise et vous pensez que cette crise est une crise politique. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, essayer de circonscrire cela? Effectivement, c'est une crise politique, puisque vous voyez bien que le Congo se porte mal. Ce sont les gouvernants qui créent ce désastre. Le Congo connaît un déficit aujourd'hui. Nous sommes en pleine crise. Et nous l'avions dit déjà depuis 2012, lorsque nous avons demandé les États généraux de la nation. On savait que le Congo, qu'on arriverait à ce gouffre-là, que le Congo se portait mal. Ça, malheureusement, les gens ne nous ont pas cru. Les gens pensaient qu'on demandait les États généraux de la nation parce qu'on voulait négocier avec le pouvoir de Brazzaville. Mais c'est eux qui détiennent le pays. C'est eux qui détiennent les finances du Congo. Donc aujourd'hui, c'est une crise politique. Les politiques doivent absolument s'exprimer et ceux qui sont au pouvoir doivent rendre compte finalement de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Est-ce que, à votre entendement, il n'y a pas là une volonté de ceux qui dirigent comme tel de vouloir pérenniser cet ordre auquel nous assistons pour quelques motifs, quelques intérêts? Écoutez, est-ce que comme tel, les leaders, eux, est-ce que cela est, par exemple, imputable au Mathias Nzon, au Mounari et autres? Pourquoi est-ce que ça serait imputable au Mathias Nzon? Je ne sais pas. C'est une question que nous nous posons. Est-ce que vous croyez que dans cette crise que vous pensez être une crise politique, la responsabilité majeure revient à l'opposition, par exemple, ou encore que l'opposition a une part de responsabilité? Non, je ne pense pas que l'opposition ait une part de responsabilité. Cette crise politique, je crois que c'est quand même ceux qui sont au pouvoir qui ont créé des conditions de désastre au Congo-Brazzaville. C'est eux qui doivent rendre compte. L'opposition, nous, cette opposition, nous sommes aujourd'hui impuissants face à une dictature. C'est une dictature qui s'est vue au Congo-Brazzaville.
Donc nous nous exprimons bien sûr, nous souhaitons que ça change. Mais quand vous voyez que ceux-là même qui détiennent le pouvoir tuent les populations, lorsque le peuple s'est révolté en 2015, vous avez bien vu comment ça s'est passé. Les Congolais sont morts, ils ont été tués à bout portant. Donc l'opposition s'exprime. Et malheureusement, nous avons réellement, nous sommes face à un régime totalitaire. Mais c'est cela justement, Sanelli, qui complique le problème. Comment, dans un espace de ce genre, celui que vous décrivez vous-même, on peut envisager les conditions de la résolution de cette crise même? Parce que quelque part dans l'une de vos vidéos, vous pensez que le peuple peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut objectivement envisager une sortie de crise dans un contexte tel que vous le décrivez? Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vous allez donner des exemples, les politiques doivent prendre leurs responsabilités parce que nous devons mettre nos égos de côté. C'est ce que j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous, c'est une minorité finalement qui marche sur une majorité. Donc nous avons les moyens, nous avons le peuple avec nous. Et quand je parlais de Front Uni, c'est aussi cela, parce que nous devons mettre nos égos de côté. Les politiques doivent se mettre ensemble pour mener à bien ce projet. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez vu, on a dit, nous avons dit qu'il ne fallait pas aller aux élections. Il y a eu une désorganisation totale, parce qu'il y avait quand même, lorsque nous avons lancé, lorsque nous avons mis en place le FROCAD, avant les élections de 2016, il y avait quand même des points importants qu'il fallait respecter. On avait décidé de ne pas accompagner Sassou Nguesso dans ces élections. Vous voyez, tout ce désordre est venu de là aussi. Aujourd'hui, les gens ne se retrouvent plus parce qu'il y a eu des soutiens des candidats, parce qu'il ne fallait pas y aller. Il y en a qui sont allés, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et il va falloir qu'on fasse le point. Il faut absolument qu'on mette nos égos de côté. Il faut que nous mettons ensemble pour mener à bien ce projet. Parce que ce n'est qu'une minorité. Nous avons le peuple avec nous. Nous pouvons y arriver. Et un autre problème que vous évoquez, notamment dans vos réflexions, il y a celui des privilèges. Donc, parmi les difficultés que vous avez recensées dans l'un de vos posts, les privilèges que certaines personnes veulent conserver, justement. Donc, oui, ne veulent pas favoriser justement l'ouverture du fait même des privilèges qu'ils ont. Oui, mais les privilèges, on voit bien que ceux qui ont ces privilèges ne veulent pas tout laisser. C'est pour ça qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils savent, de toute manière, ils sont comptables de ce qui s'est passé au Congo. Il y a l'argent, ils ont mis de l'argent, enfin, tout l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Et il y a des enfants qui meurent, il y a des Congolais qui meurent comme des petits chiens. Et ben, tout ça, il va falloir l'expliquer. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, demain, partant de là, et ben, ils auront des comptes à rendre aux Congolais. Et là, se maintenir au pouvoir, c'est également une survie pour eux. Ils se maintiennent là parce qu'ils savent que demain, et ben, quand ils partiront, et ben, à ce moment-là, ils n'auront certainement plus cette immunité qui les protégera. Ça, ils en sont conscients. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi, être raisonnable. Et je pense qu'ils en ont trop fait. Quand ça ne va plus, il faut accepter et laisser le pays finalement s'exprimer et vivre leur vie. Pourquoi est-ce que cette vie n'appartiendrait qu'à une certaine minorité? Voilà, madame, avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines chez vous, notamment en France, qu'il conviendrait d'appeler peut-être le scandale Makomé, croyez-vous qu'on doit remettre les pendules à zéro, puisque certainement vous voyez clair sur des gens que vous considérez proches de vous? Est-ce qu'il faut reprendre cette lutte à zéro avec de nouvelles têtes, de nouvelles figures? Disons, reprendre la lutte à zéro, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Et donc, allô? C'est ce que j'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui, il y a... Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. Allô? Oui, j'ai eu... allez-y. Donc, j'ai toujours dit, on est arrivé avant... Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, alors donc voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse le bilan, parce que nous avons travaillé, et il y a eu des bonnes choses qui se sont faites. Aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville a quand même fléchi. Tous ces problèmes qu'ils connaissent
qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est parce qu'on a mis en lumière tout ce qui était caché finalement. Et ce pouvoir-là est en difficulté parce que les Congolais se sont exprimés. Donc aujourd'hui, nous devons faire le bilan parce qu'effectivement, dans les rangs de l'opposition, il y a des gens qui composent avec ce pouvoir. Donc on doit arrêter, on doit tout simplement arrêter. Et donc ce bilan-là mettrait en lumière finalement des personnes qui veulent composer avec le pouvoir de Brazzaville et ceux qui sont réellement pour la libération du Congo-Brazzaville. Voilà, donc il faut faire ce bilan. Donc les Marcel Makomé, bien sûr, ils proposent un dialogue. Un dialogue avec qui? Est-ce que c'est pour pérenniser le pouvoir de Brazzaville? C'est ça ce dialogue. Nous ne voulons pas de ce dialogue. C'est pas ce dialogue que nous demandons. Voilà, nous allons essayer de regarder quelques questions. Bon, il y a des questions, je ne sais pas si vous allez répondre à ça. Bon, vous avez des saluts des auditeurs déjà. Son nom, c'est Saneli Tamba Tamba. Voilà, c'est une résistante de la France, membre de la communauté congolaise de France. Vous avez Ange Félicien. Puis-je connaître le nom? Voilà. C'est la fille à monsieur. Bon, vous pouvez déjà imaginer si vous voulez. On vous demande si vous êtes la fille à monsieur. Bien sûr, je suis bien la fille. Je suis bien sa fille, oui. Voilà, mais ce n'est pas lui qui est en face de moi. Voilà. Vous avez Piori Edmond. Aller avec Sassou aux élections présidentielles n'était pas une erreur, mais cela a permis de déshabiller Sassou de sa dictature. Une réflexion. Est-ce que vous avez besoin de répondre à cela? Ben, disons, pour moi, c'était une erreur parce qu'on n'avait pas besoin de déshabiller Sassou. On connaît Sassou. Sassou, ce n'est pas une surprise. Hein. Depuis qu'il est arrivé en 97, il n'a fait que des élections truquées. Donc, on savait de toute manière qu'il tricherait. Pour l'instant, là, nous avons permis à ce monsieur de se pérenniser encore une fois. Et puis, à l'époque, je me souviens, on faisait à l'opposition le reproche de faire de la chaise vide, je crois. Et certainement, ils ont trouvé pour l'explication de dire… Mais la chaise n'a jamais… Cette chaise n'a jamais été vide parce que je me rappelle, les élections, c'était en 2002, je pense. Avant 2016, il y avait des candidats, entre autres même, je crois que les Matsans ont été aussi candidats. Donc la chaise n'a jamais été vide. Alors, Saneli, nous allons poursuivre ce journal de la communauté. Je rappelle que nous avons à ce journal Saneli Tamba Tamba, qui est membre de la communauté congolaise de France. Avec Saneli, nous abordons donc la question, pour ceux qui veulent bien connaître le thème. Le thème, c'est femmes et liberté. Liberté au pluriel, bien sûr. Donc, femmes, liberté politique. Comment la femme congolaise doit ou devrait s'impliquer dans la chose politique? Alors, Saneli, question, est-ce que cette femme s'implique suffisamment d'abord à Paris? À Paris, les femmes ne s'impliquent pas beaucoup. Il y a très peu de femmes qui s'impliquent dans cette lutte et c'est dommage parce que je tiens tout simplement à rappeler que le Congo est un pays matriarcal avant tout et dans nos villages, c'est des femmes qui tiennent la famille. C'est les femmes qui tiennent la famille. Je crois que les femmes ont une grande responsabilité dans ce projet. Il faut absolument que les femmes s'impliquent. Voilà. Mais comment appréciez-vous ces femmes qui entourent les dictateurs? Est-ce qu'on doit rejeter en partie la responsabilité de ces mésaventures sur ces femmes-là? Est-ce que, doit-on dire que ces femmes sont incapables de guider ces hommes, de les ramener à la raison ou préfèrent-elles s'accrocher au gâteau? Comment appréciez-vous ces femmes? Elles ont une grande responsabilité parce que la femme, c'est une mère avant tout. Et je comprends pas comment est-ce que ces femmes-là peuvent même accepter de voir des vies humaines massacrées, voir les enfants souffrir au Congo-Brazzaville. Mais c'est grave, une femme ne devrait pas l'accepter. Accepter de suivre un homme rien que pour des petits billets, et je trouve ça dommage. Les femmes doivent s'exprimer. Elles sont mères avant tout. Et le phénomène devient même plus grave à Brazzaville. On apprend qu'il y a des phénomènes de deuxième co, troisième co, quatrième co et jusqu'à cinquième co-épouse. Et donc, ils doivent être entretenus. Et où ces gens peuvent-ils trouver l'argent pour faire tout ça? C'est l'argent du peuple congolais, malheureusement. C'est l'argent du peuple congolais parce que ceux qui se permettent d'avoir des 5 épouses, c'est parce qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Est-ce que
est-ce que c'est des chefs d'entreprise? Non. Où est-ce qu'ils vont puiser cet argent? C'est l'argent du peuple congolais. Donc ces femmes devraient réfléchir. Donc c'est leur argent avant tout. On leur donne des miettes et baise à court. C'est leur argent. Il faut absolument que ces femmes se révoltent et refusent de suivre ces personnes qui finalement les maltraitent. C'est une maltraitance. Voilà, Saneli, Saneli, est-ce que on peut... Nous reviendrons sur cette question vers la fin de cet entretien, Saneli. Revenons sur les possibilités de recentrer ou de recadrer votre mouvement. Est-ce que vous proposez des états généraux de la diaspora? Vous avez déjà tenu un congrès, non? Il y a deux ou 3 ans. Le congrès, non, je n'ai pas tenu de congrès sur la place de Paris. Vous n'avez pas participé à ce congrès? Non. Ah bon? Non, je n'ai pas participé à ce congrès. Moi, ce que je demande, c'est justement que les Congolais fassent un bilan. Nous devons faire un bilan de ce qu'on a fait et de ce que nous devons faire. Parce qu'aujourd'hui, un congrès, de quel congrès s'agit-il? Je n'ai participé à aucun congrès. Bon, aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, sans leader. Bon, on n'entend rien à ce jour. Est-ce que vous avez quelqu'un, vous avez M. Boukadia qui vous a fait des propositions sur la place de Paris, qui parle de sa conférence internationale, tout a été rejeté et on croit qu'effectivement, aucune information ne circule. Nous n'avons aucun meeting, nous n'avons aucune conférence de presse pour que les gens se prononcent sur la direction à suivre. Que faites-vous à ce moment? On ne sait pas ce qui se passe. Ben, disons, sur la place de Paris, on n'a pas besoin de leaders, on a besoin de personnes de conviction, des personnes de conviction, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de travailler ensemble. Et avec, pas seulement Paris. Paris doit travailler avec l'Amérique, avec l'Afrique. Nous sommes tous Congolais, nous devons unir nos forces, parce que c'est tous ensemble que nous y arriverons. C'est pas seulement Paris. Paris, on doit s'associer. C'est les Congolais qui doivent se mettre ensemble, quelle que soit la distance. Aux États-Unis, il y a des Congolais qui sont aussi contre ce système, qui souhaiteraient que ça change. Au Congo, Brazzaville, il y a aussi des activistes qui souhaitent que ça change. Et donc, nous devons créer des conditions, des moyens pour nous mettre ensemble, créer ce front uni pour que nous puissions ensemble mettre fin à ce système. C'est ensemble que nous y arriverons. Pas seulement Paris. Paris, c'est des Congolais ensemble. Alors, êtes-vous disposé à participer, donc, si on fait la proposition d'aller dans une équipe d'Union nationale, est-ce que vous allez accepter cette offre? Parce que je vous vois, vous avez des allures d'homme public, de dame publique, de bureau, de ministère. Est-ce que vous pouvez accepter, par exemple, de diriger un ministère? Ben, ça dépend. On ne peut pas dire qu'on dirige un ministère. Ce que nous voulons, l'Union nationale avec un gouvernement d'union nationale, avec qui? C'est pour pérenniser le système? Je dis non. C'est parce que nous voulons. Nous voulons que des choses changent, mais alors totalement. Nous voulons que le pouvoir de Brazzaville dépose parce qu'ils ont été incapables. Aujourd'hui, tout le Congo se porte très mal. Et seulement après, les Congolais c'est aux Congolais de choisir. Nous voulons une démocratie. Parce qu'aux Congolais de choisir leurs dirigeants. C'est pas parce que je voudrais, moi, Sanoli, être ministre ou je ne sais pas quoi, ça se passera. Ce serait aux Congolais de choisir. Si les Congolais estiment demain que Sanoli est capable d'être à la tête d'une structure ou de quelque chose, eh ben, j'y serai. Mais ce ne sera pas à moi de choisir. Nous voulons une démocratie et donc nous devons fonctionner comme tel. Voilà, on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de Congolais de la diaspora de France qui participent dans ces gouvernements, notamment dans les partis français. Alors, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir si ces Congolais qui sont avec les Macron et autres le font pour les Congolais français ou pour les Congolais comme tels. Est-ce que vous utilisez cet avantage que vous avez de côtoyer les responsables français pour faire prévaloir la cause de notre pays? Parce qu'on constate certainement qu'il y a là des Congolais qui finiront eux aussi par être des artisans même de cette France-Afrique. Est-ce que vous avez, dans votre cas, milité ou vous participez
dans un parti politique français pour lequel les leaders n'ont aucune pensée pour notre pays? Bah, disons, enfin, après, je ne peux pas parler à la place des Congolais, hein, c'est un choix. Vous savez, la politique est un engagement personnel, comme on le dit. Ceux qui participent, qui sont dans des partis politiques ici, ils savent pourquoi ils intègrent ces partis. Ça peut certainement être, comme vous l'avez souligné, peut-être aussi infiltrer le milieu pour avoir une voix pour, je sais pas. Donc ça, je ne peux malheureusement pas parler à la place de ces Congolais. Moi, personnellement, est-ce que je fais partie d'un parti Non, je soutiens, il y a des partis, effectivement, j'ai des sensibilités, bien sûr, des sensibilités. Mais bon, il y en a en France. Nous sommes aussi nous sommes Congolais, mais nous sommes aussi des Français. Donc, on a aussi une part active. On peut prétendre, on peut aussi prendre part activement au mouvement français. Ça, c'est pas, je ne vois pas. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est dans un parti politique français qu'on cautionne la France-Afrique. Non, je ne pense pas. Bien au contraire, nous sommes contre le système. Est-ce que involontairement, vous ne contribuez pas? Bon, je ne parle pas de vous. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a beaucoup plus chez certains cette propension à cautionner ce que nous vivons, notamment… Oui, vous savez, aujourd'hui, moi, je dirais qu'on n'a pas assez. Aujourd'hui, nous sommes des activistes politiques, ce que vous voulez, mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de combattre ce système. Vous savez, à un moment donné, il faut faire de la politique, c'est aussi faire des choix. Et aussi, la politique, c'est quoi? C'est des stratégies. Il y a beaucoup de choses, en fait. Ça peut aussi être une forme de stratégie. Donc, ça, c'est pas discutable. Hein. Ça dépend comment est-ce qu'on envisage, comment est-ce qu'on veut atteindre les personnes. C'est aussi ça. Donc, malheureusement, en politique, il y a des stratégies qu'on peut vouloir mettre en place pour atteindre certaines personnes, tout simplement. Voilà, j'ai quelques questions de curiosité. Le temps presse. Nous allons bientôt nous séparer, madame. Vous êtes une dame, vous travaillez. Certainement que vous, vers la fin de cette émission, vous allez nous parler de votre vie professionnelle, si cela est nécessaire. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? Vous allez dans les meetings, vous allez dans les réunions au travail et à la maison. Comment arrivez-vous à arranger tout ce programme? Ben, disons, c'est aussi ça. Je voudrais que votre explication serve d'exemple. Ben oui, mais je vais vous donner, je vais vous dire, c'est des choix. Je suis informaticienne. Effectivement, en 2012, j'ai décidé de rompre mon contrat de travail pour me mettre au service du Congo, pour avoir un temps libre, avoir du temps pour me battre finalement contre le système de Brazzaville. Et en 2012, j'ai décidé pour cela de me mettre à mon compte. Donc effectivement, j'ai monté ma société pour avoir un peu plus de souplesse, pour mener, préparer, mettre en place des conférences, hein, pour aller sur le terrain à Paris, les manifestations et tout ça. Mais il a fallu effectivement que je démissionne un tout petit peu, que je démissionne de mon emploi à plein temps. Parce que travailler à temps plein, je ne pouvais pas mener à bien ce projet. Et ben c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et là, j'ai repris tout doucement mon activité. Mon entreprise fonctionne très bien, mais j'ai repris quand même une activité un peu plus souplement pour me mettre toujours encore au service de la nation. Mais ce sont des choix, c'est des choix. Mais c'est vrai qu'on y perd en finance. Hein. En termes de salaire, ben, j'ai perdu. Et bien sûr. Mais après, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, revenons sur la place de Paris avec ce que nous observons au niveau de cette jeunesse féminine. Madame, nous prenons le temps ici en Amérique du Nord à vous observer. On constate effectivement qu'il y a une corruption, j'allais dire, dans les comportements des femmes congolaises, des dames qui s'insultent par vidéo interposée. Est-ce que dans vos partis, vous avez des chapitres qui concernent l'éducation même de cette diaspora congolaise? Parce que les scandales auxquels nous assistons sont, à ne pas décrire cette antenne, il est déplorable de voir que ces filles, plutôt que de mettre, comme on le dit, le focus sur ce combat, eh bien, vont jusqu'à payer
des vidéotapeurs ou des caméramans pour s'insulter. Mais je trouve ça dommage. C'est un comportement négatif. Moi, je trouve ça dommage, effectivement. Sur les réseaux sociaux, nous sommes observés, écoutés. Mais alors, je trouve ça, mais je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Et j'aimerais tout simplement que ces femmes-là prennent conscience. Le linge sale se lave en famille, pas sur les réseaux sociaux. Si les gens ont des choses à se dire, le téléphone existe. Ils peuvent se rencontrer, se dire des vérités. Mais ça ne sert à rien d'alerter tout le monde. Ça ne nous regarde pas, ça ne regarde personne. C'est leur vie. Leur vie privée, ils ne doivent pas l'étaler en public. Mais c'est dommage. Est-ce que ça, c'est quoi? La transposition des comportements que nous avons au pays, transposition donc mécanique de ces comportements en France? Ou encore, ça, malheureusement, mais je ne peux pas vous dire parce que je suis moi-même, je dirais, je suis impuissante. Moi, je vois des choses sur les réseaux sociaux. C'est peut-être un manque d'éducation. Moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. On ne peut pas, je dis bien que quand... Est-ce que c'est peut-être pour donner une mauvaise image également à la femme? Je ne sais pas ce que ces femmes-là cultivent finalement. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas parler à la place de ces femmes. Mais c'est quand même c'est eux que ça concerne. Est-ce que ces femmes-là, c'est le respect de leur corps? C'est eux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes qui le font. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Vous ne vous aimez pas, mais on ne force personne, mais arrêtons tout simplement de laver nos linges sales en public, ça ne sert à rien. Ça concerne les femmes, mais j'ai aussi vu les hommes se comporter de tel. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien, il faut arrêter. Surtout pour ceux qui se disent des politiques, c'est un mauvais exemple. Alors, Saneli, nous allons nous séparer dans quelques minutes. Sur ce point toujours, est-ce que je voudrais avoir, ça peut être une indiscrétion, est-ce que on parle de la machine du PCT, machine à corrompre, utilisant le cash, utilisant tout ce qu'ils peuvent utiliser, toutes les méthodes. Est-ce que vous avez déjà, pendant cette lutte, eu droit à quelques avances, à quelques sollicitations de ces gens et qui vous demandent, par exemple, de changer de camp? Jamais. Jamais. Et je pense que des fois, enfin, vous savez, on se connaît, le petit, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Et je ne pense pas aujourd'hui, si les gens du PCT viennent m'approcher, ils pourront même, je pense pas, je n'ai jamais été approché. Et je ne demande pas à être approché. Je ne le demande pas. Tout ce que je veux, c'est que ça se termine. Je dis, ça suffit. Le Congo se porte mal. Ils ont pillé le Congo, il faut que ça s'arrête. Mais je n'ai jamais été approché. Alors, nous allons donc conclure notre émission par Brazzaville. Vous avez, Saneli, à Brazzaville. Et je ne le souhaite pas. Voilà, nous avons encore quelques petites difficultés. Je crois que voilà, mon invité. Je suis là. Voilà. Alors, nous allons donc, Saneli, conclure cette émission par, je constate que beaucoup de gens vous suivent sur cette antenne. Je suis très heureux de constater qu'effectivement, on vous suit avec beaucoup d'intérêt. Nous allons conclure par... Allô? Oui, allô, est-ce que vous m'écoutez? Alors, je sens que mon invité... je vous écoute, je suis là. Voilà. Je disais que nous allons conclure par Brazza avec ce que vivent les jeunes dames. Est-ce que vous avez une association? Est-ce que votre parti ou votre association a essayé de regarder le cas des filles qui vivent justement des viols, des cas de viol, de chosification? J'ai récemment lu à travers une dépêche de un journal qu'on appelle les Dépêches de Brazzaville, un article publié cette année, je crois en janvier, où on vous parle d'un musulman malien qui aurait violé une fille malienne de 15 ans, vous voyez, et c'est Bopaka, donc Djibril Bopaka, c'est un nom que vous connaissez, qui est le président de cette commission islamique du Congo et qui a demandé que ce monsieur soit reprimandé. Alors, est-ce qu'il y a une politique d'ensemble au niveau de la diaspora pour voir dans quelle mesure on peut protéger ces dames? Vous avez aussi l'autre problème, celui des battues, notamment des femmes qui sont victimes
débattu dans les maisons. Nous avons organisé une tribune ici au cours de laquelle on affirmait même que dans l'espace même du Congo, il n'y a pas moyen pour ces femmes même d'appeler la police, plutôt que quand vous essayez de le faire, c'est vous qui en êtes la victime. Le policier vous demande simplement de respecter votre mari. Est-ce que à long terme, vous avez une politique qui vous permette de conseiller, d'éduquer aussi bien nos dames que surtout les tortionnaires qu'on trouve à Brazzaville? Mais bien sûr, parce que là, je vous disais, depuis 2007, j'ai une association, l'association Terre et Famille, qui est une association qui a été enregistrée sur la place de Paris pour venir en aide aux familles. Donc, cette association, j'ai voulu l'enregistrer également au Congo-Brazzaville, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Mais bien sûr, au niveau de Paris, nous pouvons intervenir. C'est une association qui est enregistrée depuis 2007. Nous travaillons déjà avec les CADA ici, des personnes qui sont en difficulté, des familles. Nous avons travaillé avec eux. C'est vrai que depuis que je me suis impliquée en politique, j'ai négligé un tout petit peu ce volet, je l'avoue. Mais en tout cas, c'est une association qui est toujours active, qui peut aider. Donc, ces femmes peuvent effectivement faire appel à nous. Et nous, au niveau d'ici, nous pouvons intervenir par le biais de l'association Terre et Famille. Voilà. Nous allons donc conclure cet entretien à partir de quelques points que vous voudriez bien citer. Le problème, donc l'actualité de l'heure, comme vous le savez, c'est la sortie de crise. Quels sont pour vous, madame, en quelques points, ce que vous proposez comme esquisse de solution à la crise congolaise? Je vous invite à être dans le concret, car nous faisons une information de proximité. Une sortie de crise pour moi, dans le concret, je dirais, c'est de toute manière la mise en place des États généraux de la nation, et tous les Congolais doivent absolument y participer, doivent accepter cela. Parce que nous devons faire l'état des lieux de la nation pour aller à un dialogue inclusif, qui ne sera pas un dialogue pour accompagner Denis Sassou Nguesso, mais pour voir ensemble les problèmes du Congo-Brazzaville. Quelqu'un vous répondra, notamment, je ne voulais pas vous retenir, comme Bernard Pongui croit que pour faire les états généraux de la nation, il faut que ceux qui gèrent soient au banc des accusés comme tels. Ils ne peuvent pas organiser ces états généraux. Qu'en dites-vous? On leur demande, mais justement, vous savez, c'est un rapport de force. En 91, ils sont bien allés à la conférence nationale souveraine. Ils ne voulaient pas aller à la conférence nationale souveraine. C'est pour ça que je demande à tous les Congolais de se saisir de cela. Nous devons absolument porter ce projet pour qu'eux soient obligés d'accepter ces états généraux de la nation. Voilà, je crois que nous allons mettre un terme à ce journal de la communauté. Merci, madame, de votre disponibilité. Je vous rappelle que nous avons ouvert la semaine des femmes ici à Radio Congo Live en Chicago. Dans la semaine, nous aurons une dame qui est aux USA, donc une certaine, c'est une surprise, voilà, qui donc viendra parler de la crise congolaise. Merci une fois de plus, madame Saneli. Je vous donne donc l'opportunité de saluer des parents et amis et de conclure ce journal. Allez-y. Mais merci à vous en tout cas de m'avoir donné la parole dans ce journal. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et je dis encore une fois, la lutte continue. Soyons tous unis. Battons-nous pour que le Congo reprenne ses couleurs d'antan. Mais tous ensemble, nous y arriverons. Merci Jean-Lewis. Merci. Merci donc à tous ceux qui étaient connectés sur notre page Facebook. Je vous retrouve sur ce journal de la communauté le vendredi, je crois. J'aurai dans ce journal le doyen Yves Lekanza, que vous connaissez, qui est en France et qui est considéré comme une bibliothèque vivante. Avec Yves Lekanza, nous allons essayer d'aborder le problème de la conférence nationale souveraine et de ses erreurs. Merci encore une fois de plus à vous, Saneli Tamba Tamba, et à la prochaine occasion. Merci, au revoir.